Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, guerre commerciale, la loi de l'Union européenne sur la déforestation coûtera cher aux pays du continent africain, 11 milliards de dollars annuels selon un rapport du Commonwealth. On parlera dans ce numéro de l'impact du pacte vert dans les économies africaines. Ce sera avec Thierry Téné, fondateur du groupe panafricain Afrique RSE, associé et directeur Afrique RSE. Mais tout d'abord, ce sujet sur la loi sur la déforestation ou encore la fin des importations de produits issus de la déforestation, un élément signé Cédric Tachagon. Après des reports, le règlement de l'Union européenne baptisé Zéro déforestation entrera en vigueur officiellement en décembre 2025. Le texte veut encadrer la lutte contre le changement climatique et la perte de la biodiversité en agissant concrètement sur les chaînes d'approvisionnement. En clair, les entreprises ont le devoir de s'assurer que les marchandises vendues dans la zone UE ne sont pas issues de la déforestation. Ces dernières devront également vérifier que ces produits respectent la législation du pays de production, y compris les droits humains et les droits des populations autochtones. Des informations pertinentes fournies par les entreprises, telles que les coordonnées de géolocalisation, passent au crible de l'UE qui effectue des contrôles afin de vérifier la provenance des produits. Les sanctions en cas de non-respect devront être proportionnées et dissuasives. Zéro déforestation de l'Union européenne est un règlement qui s'applique à 7 produits de base, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. Plusieurs secteurs sont donc touchés par cette innovation européenne. Responsable de 10% de la déforestation mondiale, l'Union européenne pense que ce texte pourra véritablement limiter l'impact du phénomène. Une loi qui ne va pas sans difficulté. Face aux critiques des industriels et de certains États membres, la Commission européenne s'est vue contrainte de repousser d'un an l'application d'un texte clé du pacte vert. Il doit interdire une série de produits issus de la déforestation comme le café, le bœuf ou encore le bois, ce qui fait encore l'objet de virulentes critiques. On regarde. De plus en plus de critiques sont émises face à la loi instaurée par Bruxelles. Des condamnations, notamment de la part des industriels et de certains États membres, qui ont contraint la Commission européenne à repousser d'une année l'application du texte clé du pacte vert. La loi anti-déforestation adoptée fin 2022 et considérée comme historique interdit la vente sur le territoire européen de toute une série de produits issus de la déforestation comme le cacao, le café, le bois ou encore le soja et bien d'autres. Une loi qui obligerait les entreprises, notamment celles situées sur le continent africain, à prouver que les matières premières ayant servi à la conception des produits vendus en Europe n'ont pas été cultivées sur des terres déboisées ou dégradées après 2020. Ce qui supposerait par exemple de tracer chaque copeau de bois jusqu'à la parcelle forestière d'origine. Une complexité de règles qui a provoqué la colère et conduit à la pression de l'industrie et des pays producteurs de matières premières, la majeure partie étant située sur le continent africain. Un caractère novateur de la dite loi, un calendrier rapide et la diversité des parties prenantes internationales concernées auront fini par convaincre la Commission du bienfait d'un délai supplémentaire de 12 mois pour une mise en place progressive du système, une solution qualifiée d'équilibrée pour mieux asseoir la dite loi. À présent, cette interview accordée à l'équipe d'Afro Business par Thierry Téné sur l'impact du pacte vert dans les économies africaines. On se retrouve juste derrière. Alors, bonjour Monsieur Téné et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Gar, merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Alors nous parlons de la guerre commerciale avec la loi de l'Union européenne sur la déforestation importée qui coûtera 11 milliards de dollars par an, notamment aux pays de l'Afrique subsaharienne, selon un rapport du Commonwealth. Qu'en est-il concrètement? En fait, l'Union européenne adopte depuis un certain nombre d'années plusieurs directives. Donc, l'une d'elles, justement, concerne ce qu'on appelle la déforestation importée. Donc, concrètement, si une entreprise camerounaise va exporter du café, du coton, du cacao, du bois, en fait, toutes les matières premières, si elle va l'exporter en Europe, il faut qu'elle démontre, cette entreprise,
que ces produits ne sont pas issus de la déforestation. Et donc, si elle n'est pas capable de le faire, eh ben, cela aura des répercussions. Et donc, du coup, avec l'entrée en vigueur de cette directive européenne, bien évidemment, bah, plusieurs pays africains et les entreprises qui sont dans ces pays-là seront impactés par cette directive européenne sur la déforestation importée. On pourrait d'ailleurs y rajouter sur tous les produits que j'ai cités, l'huile de palme, etc. Alors l'Union européenne, justement, a adopté une série de mesures protectionnistes qui ont des conséquences désastreuses sur les économies déjà fragiles des pays africains. Alors comment ces économies du continent peuvent-elles pouvoir s'en prémunir? Bah, déjà, il faut savoir que on est dans une guerre commerciale. C'est vrai, peut-être qu'on en parle beaucoup plus depuis l'entrée en fonction du nouveau président américain, mais depuis plusieurs années, déjà, l'Union européenne a déclenché une guerre commerciale sous prétexte d'écologie, sous prétexte de durabilité. Et donc, elle applique un certain nombre de mesures. Donc, concernant la déforestation importée, bah, les pays africains doivent plus que jamais aller très loin sur les questions de durabilité et faire aussi un lobbying. Je suis moi-même très surpris qu'une directive comme celle-là puisse entrer en vigueur alors qu'on a des diplomates africains basés à Bruxelles. En fait, je m'interroge sur leur mission et leur travail à Bruxelles, alors qu'on sait que Bruxelles, par excellence, c'est le lieu de lobbying. Donc, il aurait fallu justement faire bloc. Je pense qu'il y a notamment le président ivoirien, pardon, concernant la partie du cacao qui est monté au front à l'époque pour essayer de démontrer les conséquences de cela, mais ça n'a pas suffi. Donc, effectivement, les pays africains doivent positionner également la durabilité comme un enjeu fort et puis prendre des mesures. Et d'ailleurs, Madame Gare, on notera au passage qu'à date, je n'ai entendu, moi, aucune position officielle ni de l'Union africaine, ni, puisqu'on parle de l'Afrique centrale, ni de la CEMAC, ni de la CEAC. Pourtant, ce sont justement ces réseaux de pays qui doivent pouvoir justement se mobiliser pour, bah, bien évidemment, soit contrer, soit prendre aussi des mesures de rétorsion pour qu'on ne prenne pas l'écologie pour utiliser l'écologie comme un levier de guerre commerciale. Je tiens à rappeler d'ailleurs concernant l'huile de palme que depuis plusieurs années, on a une grosse machine, justement à cause des industriels européens qui sont dans certains types d'éoliagineux, qui ont monté toute une campagne et un lobbying énorme pour contrer l'huile de palme, sous prétexte que l'huile de palme provient de la déforestation et de la destruction des singes, notamment les orang-outans, alors qu'en Afrique, nous, on produit l'huile de palme à partir des savanes. Les études ont démontré que l'exploitation de l'huile de palme n'avait pas plus d'impact environnemental que les autres éolagineux. Je rappelle, on compare ce qui est comparable. Et d'ailleurs, cette étude a été menée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, je trouve qu'il y a une certaine passivité très importante des pays africains sur ces questions de guerre économique sous prétexte d'écologie ou de durabilité. On pourra en parler en cas de besoin. Alors vous, Monsieur Téné, particulièrement, vous avez évoqué à plusieurs reprises le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières adopté par l'Union européenne qui forcément va frapper les entreprises africaines exportatrices de fer, par exemple, d'acier, d'aluminium, d'engrais et de ciment vers l'Union européenne. Conséquence, une taxe carbone aux frontières qui va coûter 0,91% du PIB combiné du continent africain tous les ans. Ma question est celle de savoir pourquoi ne pas mettre en place des contre-stratégies. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est-elle en panne d'idées aujourd'hui? L'Afrique, je ne sais pas si on peut se permettre de dire que l'Afrique est en panne d'idées. Madame Gare toujours dit que l'Afrique ne réagit pas assez. Voilà, c'est le constat. On a une certaine passivité côté africain. Je tiens à rappeler que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça nous coûte 25 milliards de dollars par an. Vous l'avez évoqué, à peu près 1% de notre produit intérieur brut à l'échelle africaine. Mais soyons un peu plus concrets, Madame Gare. Concernant le Cameroun, on a une grande entreprise comme Alucab qui sera très impactée, qui est très impactée par cette taxe carbone aux frontières. Concrètement, que dit l'Union européenne? L'Union européenne dit, moi j'ai mis une taxe carbone
au sein de mon union, dont les pays membres de l'Union européenne sont concernés, les entreprises de ces pays-là sont concernés par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans ce cadre-là, elle impose aux autres pays qui n'ont pas mis en place ce qu'on appelle des quotas de CO2. Donc, en fait, c'est d'exiger aux entreprises de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Si vous n'avez pas mis en place ce mécanisme dans votre pays, eh bien, les produits qui sont issus de vos industries pour entrer en Europe doivent payer une taxe carbone aux frontières. L'idée derrière, d'ailleurs, sous couvert encore une fois d'écologie, c'est de protéger les industries européennes qui peuvent être moins compétitives pour des questions de productivité. Alors, quand vous parlez des pans d'idées, je tiens à rappeler que le Gabon, par exemple, justement, a mis aussi en place ce mécanisme-là, dont les entreprises gabonaises aujourd'hui sont soumises aussi à des taxes carbone aux frontières, et le Maroc aussi notamment a mis en place une taxe carbone aux frontières qui entrera en vigueur en 2026. Alors, le fait que les pays africains mettent en place une taxe carbone dans leur pays, en fait, permet à ce qu'on réduise à ce que le marché carbone se développe. Parce qu'en fait, l'Union européenne dit, si vous n'avez pas mis en place un mécanisme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors vous allez payer chez moi à l'Union européenne. Alors que si vous structurez un marché carbone au niveau du pays, c'est ce que le Maroc est en train de faire avec d'autres pays africains d'ailleurs, et à partir de ce moment-là, au lieu de payer la taxe carbone à l'Europe, c'est plutôt dans votre pays que les entreprises devraient payer. Dans le Cameroun notamment, gagnerait à mettre aussi en place une taxe carbone auprès de ces industries les plus polluantes pour permettre justement de collecter justement cette fiscalité verte au lieu qu'elle soit notamment rapatriée en Europe pour les produits concernés notamment. Alors, vous parlez du Cameroun qui fait partie de l'Afrique subsaharienne, et cette partie de l'Afrique perdra 1 milliard de dollars américains de recettes d'exportation de matières premières agricoles tous les ans. On a des victimes qui sont le capital humain qui vont se compter par milliards, M. Téné. Bien évidemment, c'est vrai qu'on a évoqué des chiffres sur la perte liée au produit intérieur brut. J'ai parlé de 25 milliards de dollars pour le mécanisme carbone d'ajustement aux frontières. On a parlé de plus de 1000 milliards pour ce qui concerne les produits agricoles. En fait, derrière ça, c'est bien évidemment les salariés, c'est bien évidemment les populations, c'est bien évidemment l'économie locale. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous évoquais tantôt un peu ce que je note moi comme une passivité depuis des années des Africains et surtout des pays d'Afrique subsaharienne sur cette question de carbone, sur cette question de finances vertes, sur cette question de guerre économique sous couvert d'écologie. Je suis moi-même très, très surpris qu'on n'ait pas de réaction aussi forte du Cameroun notamment. Je crois savoir que le pays a adopté son premier budget vert cette année. Bon, il faudrait aller plus loin, il faudrait plus sensibiliser. Et vous parlez de la perte d'emploi, on parlait des pertes en termes de PIB. Je suis encore plus surpris du silence du secteur privé camerounais, de l'Afrique centrale. Je suis très, très surpris que le secteur privé, qui est d'ailleurs le premier impacté par ces mesures, mais jusqu'aujourd'hui ne prend pas à bras le corps de manière assez forte cette problématique-là. Et enfin, merci de m'inviter, mais y compris au niveau peut-être aussi des médias, il faudrait qu'on relaie un peu plus l'information sur ces enjeux stratégiques qui ont des répercussions énormes sur nos emplois et nos familles notamment. Vous avez évoqué précédemment la Côte d'Ivoire. On sait la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les premiers producteurs mondiaux de cacao. Et on sait aujourd'hui que le cacao et le café font partie des cultures à fort rendement, notamment pour les agriculteurs, puisque représentant jusqu'à 25% du PIB de certains pays africains. Alors, quelles conséquences avec l'application du règlement zéro déforestation de l'Union européenne qui devrait entrer en vigueur en octobre 2026, interdit par les produits agricoles issus des terres où des forêts ont été coupées? Très bonne question. Il faut rappeler d'ailleurs qu'à cause de cette loi sur la déforestation importée, en tant qu'Africain, je suis très heureux de noter que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont pris le leadership pour mobiliser l'association africaine de normalisation pour l'adoption de la norme ARS 1000 sur le cacao durable. Donc, on a défini tout un référentiel africain. Donc, je suis très heureux de cette initiative. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, le Conseil café-cacao ivoirien est aujourd'hui totalement engagé sur des questions de durabilité et mobilise toutes les parties prenantes du pays dans ce sens-là.
Mais d'un autre côté, je suis moi-même frustré de savoir qu'il faut qu'une directive européenne entre en vigueur pour qu'un secteur d'activité aussi stratégique dont les plus gros producteurs mondiaux sont africains se mobilise pour pouvoir impulser la durabilité. Et ça sont des points qui interrogent et qui interpellent. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, la règle est claire. Si vous vendez dans l'Union européenne, si vos produits sont issus de la déforestation ou si vous ne démontrez pas que les produits ne sont pas issus de la déforestation, le produit ne rentre pas en Europe. La règle est claire, le produit ne rentre pas en Europe. Ça, c'est sur la question de la déforestation. D'ailleurs, plus globalement, on aurait pu évoquer la question de la durabilité, où aujourd'hui, si vous n'êtes pas engagé dans une logique de durabilité, y compris vos prestataires, vos sous-traitants, à cause aussi des directives européennes, vos produits ne vont pas entrer sur le marché. Donc ça, c'est un moyen aussi de protéger les industries européennes parce que les coûts de compétitivité, je le rappelle, nous sommes dans une guerre commerciale. Et il est temps que peut-être côté Afrique, on saisisse bien l'opportunité. Et d'ailleurs, il y a un pays aujourd'hui, le Bénin, qui a transformé la contrainte écologique pour en faire un levier très important de son développement et lève énormément de fonds en lien avec la durabilité. Je pense qu'effectivement, c'est cette logique-là qu'il faudra avoir dans les pays. Et enfin, il faut que le secteur privé monte au créneau. Le secteur privé au Cameroun, en Afrique centrale, ils sont très passifs sur ces questions de durabilité et payeront, c'est déjà le cas d'ailleurs, ils vont payer les prix parce que, on l'a vu avec les directives que nous sommes en train d'évoquer, les marchés seront tout simplement fermés. Nous voyons là que nous avons affaire à une balance déséquilibrée. Alors, plusieurs propositions quand même sont faites d'après l'étude pour résoudre ces problèmes, des théories qui auraient un réel impact dans les économies de la sous-région, Thierry. Oui, encore une fois, il y a plusieurs propositions que, comme j'ai dit évoqué tantôt, il faut plus de sensibilisation des acteurs du secteur privé, il faut transformer la contrainte écologique en opportunité. On va d'ailleurs rappeler que tout ce qui est lié à la durabilité, à terme, rapporte plus que ça ne coûte. Ça, ce sont des solutions. Il faut transformer un peu plus les matières premières sur place. D'ailleurs, je note, puisque je me balade un tout petit peu en Afrique de l'Ouest, qu'actuellement en Afrique de l'Ouest, c'est une dynamique très forte en termes de souveraineté, y compris sur la transformation sur place des produits, des matières premières. Mais vu de l'Afrique centrale, je ne note pas, moi, cette dynamique assez forte. On rappelle encore que l'Afrique centrale, aujourd'hui, à part un pays comme le Gabon, la majeure partie des pays d'Afrique centrale exportent encore du bois, des billes de bois, sans les transformer, quand bien même il y a une résolution communautaire pour le faire. Donc, pour revenir justement à cette question de matières premières importées, tant qu'on n'est pas dans une logique de transformation, tant qu'on n'est pas dans une logique de vente plutôt des produits finis ou semi-finis par rapport aux matières premières, oui, on va subir cette guerre commerciale qui est de plus en plus forte et dont l'écologie, dont la responsabilité sociétale, dont la durabilité sont de nouveaux instruments. Et dans ce cadre-là, on dit souvent qu'ils sont nos premiers partenaires, mais nos premiers ennemis, si je peux dire ça ainsi, c'est l'Union européenne. Je l'ai dit et je l'assume, c'est l'Union européenne qui utilise l'écologie pour contrer justement les produits, pour entrer dans son marché, y compris les produits africains, sans prendre des ajustements justement pour des pays dont elle sait très bien qu'elles n'ont peut-être pas à date la capacité de pouvoir répondre de manière assez forte sur des exigences ou ces obligations qu'elle fait passer dans ses lois. Alors, on a justement plusieurs pays, notamment ceux de l'Afrique centrale, qui devraient, on comprend, d'après vos explications, se lancer véritablement dans le train de l'industrialisation. L'accompagnement, le conseil, c'est d'ailleurs le rôle d'Afrique RSE et le label Doing Good in Africa, qui sont à la disposition des gouvernements, des entreprises, des agences de promotion des investissements et des organisations du secteur privé que vous accompagnez, Thierry. Oui, Madame Ga. En fait, aujourd'hui, au-delà de tout ce que j'ai décrit, il est très important que dans les différents pays, on définisse nos propres normes. Et c'est ce que nous faisons au niveau de la durabilité. Je ne vois pas pourquoi une structure va venir de l'étranger pour nous dire au Cameroun ou en Afrique centrale quels sont les critères sur lesquels nous, on va jauger l'engagement de telle ou telle entreprise ou tel acteur en matière de durabilité. On a les compétences pour le faire, on a les référentiels et c'est toute la logique de Doing Good in Africa que sur ce segment-là, nous avons l'expertise et c'est nous qui définissons le référentiel et c'est nous qui allons dire, pour ce qui concerne l'Afrique,
qui est engagé ou pas en matière de durabilité. C'est ce que le font les autres. On a évoqué beaucoup cette loi sur la déforestation importée, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ben voilà, nous aussi, il faut que sur l'ensemble de ce qui concerne l'Afrique, nous nous rapproprions, nous utilisions et que c'est nous qui évaluons. Donc, Doing Good in Africa, son ambition est simple, c'est démontrer, nous, Africains, sur la base des outils adaptés au continent, des référentiels internationaux, c'est nous qui disons qui va plus loin ou pas sur la durabilité. Et là, le label Doing Good in Africa est effectivement à disposition pour le certifier. Merci beaucoup à vous Thierry Téné pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le fondateur du groupe panafricain Afrique RSE. Vous êtes également associé et directeur Afrique RSE. Oui, merci beaucoup. Merci. Et voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à voir ou à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Dash Media et Dash Télévision et à très vite.